je pense que je prie d'une certaine manière. Je sais pas Ouais. très bien auprès de qui ni comment. Et finalement, je m'en méfie plus qu'autre chose. C'est-à-dire, j'aime bien avoir cette spiritualité un peu enfantine, parce que j'ai l'impression que dès lors qu'on dépasse ça, on se retrouve dans des problèmes. Bonjour les amis, c'est Anne Guéquière. Avant de plonger dans notre émission du jour, je voulais vous dire un immense merci du fond du cœur. Avec 85 millions d'écoutes du podcast Métamorphose depuis le début de l'aventure, c'est grâce à vous que nous avons pu inspirer tant de personnes à travers le monde, devenant ainsi le premier podcast bien-être et psy en France. Alors si vous appréciez ce moment de partage, abonnez-vous gratuitement sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne manquer aucun nouvel épisode. Comme vous le savez, nous sélectionnons les meilleurs experts pour vous offrir des conseils concrets et inspirants au quotidien. Alors, vos encouragements en commentaire nous sont très précieux pour poursuivre cette mission et continuer de grandir ensemble. Et si cet épisode résonne en vous ou que vous pensez qu'il peut être utile à quelqu'un, n'hésitez pas à le partager. C'est parti maintenant pour un nouvel épisode de Métamorphose. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Tous les lundis et jeudis, dès 7h. Les amis, imaginez un instant une conversation entre la nature et la science. La nature, riche de ses plantes et de ses secrets ancestraux, et la science, forte de ses avancées et de sa rigueur. Ce dialogue murmure à l'oreille de notre sponsor du jour, le laboratoire Motima. Depuis 1993, ce laboratoire familial français, pionnier en phytothérapie, propose une gamme de plus de 20 produits conçus par des médecins, des pharmaciens et recommandés par les professionnels de santé. Chaque plante, chaque actif est minutieusement sélectionné pour garantir efficacité, qualité et l'amélioration de votre bien-être. La mission de Motima tient en une phrase: allier la nature et la science pour offrir des solutions qui prennent soin de vous tout en vous respectant profondément. Leurs produits sont disponibles en pharmacie ou sur leur site motima.fr. Et pour vous, très chers auditeurs de Métamorphose, profitez de 20% de remise sur tout le site avec le code Métamorphose. Comment survivre à une rupture amoureuse? Devenir papa est-il le plus beau métier du monde? Comment guérir les blessures de l'enfance tout en honorant sa famille? Son 5e opus plonge au cœur de l'amour, de l'amitié, de la parentalité, de la résilience et du temps qui passe. Actuellement en tournée dans toute la France, il enchante son public avec une poésie française qui nous touche en plein cœur. Je suis ravie de recevoir aujourd'hui dans Métamorphose Ben Mazué. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien. C'est Alors, vrai, ça va très bien. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Avec la chienne Tokyo qui est sage comme une image. C'est vrai, elle me suit, ouais. Et pourtant, dans le clip, on la voit bien dynamique. Alors voilà, pour qu'elle soit sage, il faut la faire sortir le matin très longtemps. Ouais. Et en effet, c'est ce que je fais. Ça m'oblige, en plus, c'est bien. Alors bon, elle était un peu facile. Tout ça pour dire quoi? Pour dire c'est l'heure de démarrer ce podcast. Oui. Alors c'est l'heure, c'est le titre d'une de vos chansons. Et dans cet opus que j'ai absolument adoré, gros coup de cœur, Merci. vous racontez la vie, aussi votre vie. C'est important pour vous d'écrire en fait ce que vous vivez au quotidien. Vous parlez d'autobiographie musicale d'ailleurs, j'ai entendu. J'ai l'impression que c'est important pour moi d'écrire. Après, j'écris sur ce qui m'inspire, et ce qui m'inspire, c'est à la fois ce que je vis, mais aussi ce que je vois, ce que je ressens. J'ai l'impression que sur cet album, c'est un peu différent des précédents, c'est-à-dire que j'ai l'impression d'avoir un peu bouclé une boucle avec le précédent, sur notamment mes histoires conjugales personnelles. Pour pouvoir, là, cette fois-ci, peut-être plus me tourner vers les autres. J'ai l'impression qu'il y a un peu plus des autres, cette fois-ci. Oui, des autres, du lien, évidemment. Alors, maintenant, vous êtes connu, c'est votre 5e album. J'ai pas envie de vous renvoyer à votre passé de médecin, tout le monde vous pose la question. Mais Ben Mazué, il y a certainement des gens qui ne vous connaissent pas très bien encore. Et donc, j'avais envie de savoir comment ça s'est passé pour je dirais, switcher peut-être. Il y a une belle guitare là dans le studio de Métamorphose, passer du stéthoscope à la guitare. Eh bien, c'est Vous marrant avez parce exercé d'ailleurs comme médecin? Ouais. 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 J'ai exercé, et surtout, j'ai jamais... parce que je me souviens d'une fois où il y avait un journaliste d'un magazine, je sais plus précisément lequel, qui faisait un grand dossier sur
ceux qui ont tout plaqué. Et donc, ils voulaient m'interviewer pour justement que je raconte cette histoire de passer de la médecine à la musique. Mais moi, j'ai rien plaqué, en fait. Je faisais ce métier et parallèlement à ça, je faisais de la musique. Je faisais les deux. J'ai toujours fait les deux. La musique, ça a toujours été l'exutoire de la vie. Mais il fallait qu'il y ait de la vie. Donc, j'ai jamais pensé que ça pourrait être autre chose que l'exutoire de la vie. Jusqu'à ce qu'en fait, la musique prenne tellement de place que j'ai besoin de faire un choix. En fait, à un moment, il a fallu faire un choix, mais parce que la musique prenait trop de place. Et donc, à ce moment-là, la question était vite répondue, comme ils disent les jeunes. C'est-à-dire que je me suis dit, ok, là, je vais essayer ça. J'ouvre cette parenthèse parce que, en gros, j'avais fait assez de concerts pour devenir intermittent, quoi. Et donc, du coup, je pouvais essayer ça. J'ai ouvert cette parenthèse. C'était en novembre 2015 et elle s'est pas encore refermée. Je me souviens même avoir dit à mon chef de service de soins palliatifs de l'hôpital Simone Veil d'Aubonne, qui se reconnaîtra, Philippe Torrent, rendez-vous en 2017. Voilà, je me donnais 2 ans et je pensais que j'allais reprendre en 2017 parce que j'avais... Et puis en fait, voilà, ça c'est... Vous n'êtes jamais revenu. En tout cas, une aventure en a appelé une autre et pour l'instant, je suis pas revenu, mais j'exclus pas le fait de vivre autre chose que la musique dans ma vie. Mais j'ai l'impression que globalement, plus personne n'exclut de vivre autre chose que le métier qu'ils font aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est devenu de plus en plus rare les gens qui font des études de notaire et qui disent « Ok, je vais être notaire toute ma vie, ça va être super ». Plutôt dans les nouvelles générations, d'ailleurs. Ouais, exactement. Et je juge pas du tout. Je trouve ça super de se dire moi, je me lance dans une carrière et je vais aller au bout. Il y a des vraies vocations, oui. Exactement. Mais j'ai quand même la sensation que de plus en plus de gens ont à cœur de vivre plusieurs aventures professionnelles et surtout ont besoin de l'imaginer. C'est-à-dire se dire « Ok, là, je vais pas faire ça toute ma vie » parce que c'est assez sclérosant, quoi. J'imagine se dire « Ok, maintenant, là, je suis assis là, et ça va être comme ça jusqu'au bout », ça peut être un peu effrayant. Et en même temps, en vous écoutant beaucoup, en écoutant vos musiques, en vous écoutant aussi parler, etc., j'ai le sentiment que cette vibration de la musique, elle touche à l'âme. Et le médecin, il est là aussi pour faire du bien, pour guérir les autres. Dans quelle mesure, vraiment, cette musique, elle guérit l'autre ? Je me suis dit, en réalité... il y a presque quelque chose de l'ordre du psychiatre, du psychothérapeute. La musique guérit. J'ai l'impression que le métier de soignant, c'est un métier où il faut avant tout quand même appliquer des méthodes afin de soigner. Et le métier d'artiste, il faut avant tout inventer. C'est quand même la grande différence entre les deux métiers. Là où ils se rejoignent, et où je suis d'accord avec vous, c'est que dans les deux cas, il faut se mettre à la place quand même. Il faut essayer de comprendre la personne qui est en face de nous. En l'occurrence, les artistes, ils essayent de comprendre le monde qui les entoure, mais du coup, ils se mettent un peu à la marge pour le regarder. Et les médecins essaient de comprendre la personne qui est en face d'eux. C'est le fameux mot empathie qui, moi, je me souviens quand j'ai commencé mes études de médecine, je le connaissais pas ce mot. Il n'était pas très populaire. C'est vrai. Il n'était pas très connu. Et il est devenu super connu. Maintenant, on l'utilise de partout, mais je me souviens même que, à mes études, le médecin qui nous écoute nous avait expliqué le mot. C'est-à-dire que personne ne le connaissait. Aujourd'hui, c'est un mot qui est vraiment très, très répandu. Et je pense que dans les deux cas où il y a une sorte d'empathie, en tout cas dans le sens se mettre à la place d'eux. Je suis allée lire des commentaires sur votre chaîne YouTube, etc. Et pas mal de gens disaient en écoutant telle chanson, j'ai compris justement des choses pour moi, ça m'a permis dans une rupture amoureuse de comprendre comment fonctionnait l'autre. Donc moi je trouve que vous avez quand même ce truc un peu de thérapeute, en tout cas thérapeutique dans Mais c'est possible que aussi parfois à travers l'artistique, dans la musique ou même d'autres types de littérature, on soit aidé par certaines formules. C'est sûr. Moi, je suis aidé par plein de formules, souvent, que j'ai lues ou entendues ou vues, même des personnages. Je me souviens, mon meilleur copain, qui n'avait pas de papa, et il me disait, mais moi, des papas, j'en trouve dans plein de films, en fait. Il l'avait construit à travers... parce que lui c'est un énorme cinéphile et il me dit c'est un peu Bruce Willis dans tel film, c'est surtout des films américains, et je pense que oui, on peut évidemment s'aider des œuvres pour se donner une conduite, mais il faut faire attention quand même à ça aussi, parce que parfois ce qu'on dit, ce qu'on raconte dans
dans des œuvres littéraires, on a surtout avant tout besoin d'être émouvant. Donc parfois donner des informations parfois être utile comme les thérapeutes, c'est pas toujours être émouvant. Oui, c'est vrai. Donc il faut se méfier parfois quand même. D'ailleurs, dans une de vos chansons, vous évoquez quand vous étiez petit ceux qui vous inspiraient, les grands. Vous dites ceux qui étaient et vous les citez dans certaines de vos musiques. Je pense à Cabrel et puis d'autres. Aujourd'hui, qui sont les grands justement qui vous inspirent? Est-ce qu'il y en a encore ou maintenant ce sont des petits aussi qui vous inspirent, des plus jeunes? Quelles sont vos sources d'inspiration pour écrire? Mais alors, peut-être racontez-nous quand vous étiez petit, justement, comment vous... Alors déjà, je pense que vous faites allusion à la chanson qui s'appelle Tony Micheli, où je raconte quand j'étais petit et que j'étais très ému par des musiques. Moi, j'ai toujours été très ému par les musiques, et en l'occurrence de la chanson française. Donc je parle de Renaud, de Cabrel, de Goldman. Par exemple, moi j'ai plein de formules de ces artistes-là qui me reviennent très régulièrement. Par exemple, il y a une chanson de Goldman qui s'appelle Veiller tard, où il parle des raisons pour lesquelles on a des insomnies. Et il parle des ambitions passées, mais auxquelles on repense comme un vieux coffre plein de vieux jouets cassés. Cette phrase, elle m'a toujours bluffé, et je m'en souviens par cœur. Pourtant, je peux pas vous citer une seule phrase de La Fontaine. Pourtant, c'est génial aussi. Voilà. Donc, moi, j'étais très ému par ces artistes de chansons françaises quand j'étais petit. Et aujourd'hui, j'essaye de m'écarter. En fait, quand on est chanteur, on n'a pas d'inspiration qui soit purement musicale, parce que sinon, c'est trop dangereux. On pourrait s'en approcher. Donc, j'ai des inspirations qui sont plus littéraires, j'ai l'impression, ou même à travers des podcasts que je peux écouter, que j'aime bien, ou des émissions de radio. Par exemple, il y a pas longtemps, j'ai lu un livre d'une femme qui s'appelle Jeanne Rivière. Oui, c'est ça, Jeanne Rivière, qui s'appelle Lorraine Brûle. Ça m'a beaucoup inspiré. Inspiré dans le sens donner envie d'écrire. Après, vraiment des gens dont j'apprécie les formulations précises. D'aujourd'hui, je sais pas vous les citer comme ça d'instinct, d'autant plus que j'essaie à chaque fois de m'en écarter, je pense. Oui, c'est ça. Vous voyez ? Bien et puis sûr. pour revenir, excusez-moi, mais pour revenir tout à l'heure à l'histoire de thérapie, je pense qu'on a plus, on est plus soigné par des émissions comme la vôtre, par exemple, que par des chansons, en tout cas. Oui, en fait, on ne se rend pas toujours compte. On dit que parfois tout est là dans l'inconscient. Je pense à Jung, forcément, quand vous dites ça, que tout est dans l'inconscient collectif. Et parfois, on ne sait pas forcément en fait d'où ça vient l'inspiration. C'est-à-dire que on attrape, on chope même quelque part un truc qui est dans l'air du temps, et on le canalise presque d'une certaine manière. C'est étonnant en fait. D'où viennent les idées, c'est une vraie question. Mais exactement. C'est pour ça que cette question est toujours difficile. Et qu'est-ce qui nous inspire ? Parce que c'est ça. Je peux pas dire mieux que comme vous l'avez dit là. Alors cet album, Famille, quelle est votre définition de la famille ? On sent que la famille, c'est beaucoup plus large que les liens de sang pour vous. C'est presque ce qui fait famille, ce qui fait tribu, mais aussi la famille de sang. Quelle définition vous pourriez en donner aujourd'hui ? La famille telle que je la décris dans la chanson qui s'appelle Famille, où c'est un bilan de ce que peut être la famille, c'est vraiment celle classique, la famille de sang, disons classique, en tout cas la cellule familiale, pas forcément de sang dans le sens génétique. C'est-à-dire à la fois cet espace qui nous sécurise et nous irrite, en gros, pour faire vraiment très très court. Ensuite, ce que moi j'appelle famille, c'est certainement les gens qui autour de moi sont capables de m'accepter, certainement de me pardonner, de me comprendre et à la fin de me sublimer. Voilà, c'est ceux-là que j'appelle famille. Un peu comme des mentors, d'une certaine manière ? Parce que quelqu'un qui révèle, il y a cet effet-là ? Moi, je mets dans le mot mentor... Ou des maîtres dans le bon sens du terme, dans le sens de maître Yoda, justement, qui vont révéler l'autre à ce qu'il est. Oui, il y a lui, mais il n'y a pas que lui. Parce que lui, il est... puisqu'on parle de Yoda, ça tombe bien, parce que moi, j'adore cette franchise Star Wars, donc je connais très très bien. Il y a lui, mais heureusement qu'il n'y a pas que lui dans la famille. Il y a aussi celui qu'on inspire nous, qui nous comprend et qui nous aime comme on est. Je pense qu'il y a vraiment l'idée de se sentir correctement jugé. Voilà. Parce que j'aime pas trop le mot de dire qu'on
on doit pas être jugé, parce que ça veut rien dire de pas être jugé. Bien sûr qu'on est jugé quand on est aimé, on est jugé. Oui. Donc c'est juste correctement jugé, voilà, c'est ça. C'est important. Mais dans la famille, disons celle qu'on subit, Oui. là, on choisit pas. Voilà, elle est là et elle est aussi très importante dans ce qu'elle nous a construit, dans comment elle nous a construit. Vous dites d'ailleurs, ceux qui sont là quand on est au creux de la vague, qui nous remontent les bretelles. C'est dans la chanson Je peux pas avec Vincent de Dienne ou dans la chanson Résolution avec Merlot. Il y a vraiment cette idée aussi de faire famille, de collaborer. C'est peut-être un ressenti personnel, mais avec Grand Corps Malade, Gaël Faye, etc., vous êtes quand même assez tribu. Est-ce que ces gens-là font partie quand même d'une certaine famille ou pas vraiment ? Mais complètement. D'ailleurs, Oui. c'est sûrement pour ça que j'ai appelé l'album Famille, peut-être encore plus que par rapport à la cellule familiale, parce que c'est la première fois qu'on produit un album nous-mêmes. Avec des gens avec qui je travaille depuis longtemps. J'ai l'impression qu'il n'y a pas plus, garant d'une certaine forme de qualité professionnelle que le fait de travailler avec les mêmes personnes. Oui. Ça prouve quand même quelque chose sur la qualité du lien. J'ai l'impression que ceux qui font du management toxique, par exemple, ils peuvent pas passer beaucoup de temps avec leurs collaborateurs, comme on dit. Donc, je suis hyper fier de travailler avec les mêmes personnes depuis longtemps. D'autant plus que un album, c'est extrêmement exigeant. C'est-à-dire que c'est vraiment le bon mot, extrêmement exigeant. C'est-à-dire qu'il faut aller à l'extrême de l'exigence. Il y a que comme ça, moi, j'ai l'impression que je réussis un disque. C'est-à-dire, il faut que j'aille au bout de moi, au bout de ce que j'ai à donner, parce que c'est beaucoup ce qu'on demande à un auditeur, d'aller écouter mes petites histoires. Enfin, il faut vraiment que je sois capable de lui offrir l'essence la plus parfaite de ce que je peux faire. Donc du coup, j'ai une exigence qui est énorme, aussi auprès des gens avec qui je travaille, et ça va loin. C'est ciselé, quoi. Ouais, je vous cache pas qu'à la fin d'un album, il y a un petit moment où on se parle plus trop tous là, parce que j'ai pas été facile à vivre, quoi. Ouais. Et j'ai demandé beaucoup à tout le monde. Donc le fait qu'on continue à travailler ensemble malgré ça, c'est une énorme fierté. Donc oui, on est famille. Moi, je me souviens sur l'album précédent, on travaillait tous à des endroits différents. Parce que, voilà, on est des petits artisans, on n'a pas les sous pour avoir un grand lieu dans lequel on pourrait tous travailler. Et puis là, il s'agissait de re-signer avec mon associé. Et je lui dis, écoute, on va re-signer ensemble, mais je te propose qu'on re-signe à une seule condition, c'est qu'on travaille au même endroit. Et donc, on a cherché un endroit où on allait tous travailler. Et moi, ça me faisait beaucoup de bien déjà parce que je me sentais très seul. Et ensuite, parce que justement, ça a permis de faire famille. Et on a fait cet album à cet endroit-là, qui se trouve à Guy Môquet, à Paris dans le 18e. Et moi, j'adore ça, quoi. J'adore me retrouver à machine à café avec mes collègues. Enfin, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, quoi. Et qui est très dur à retrouver dans la musique parce que c'est un métier de solitaire, et donc il y a besoin d'ailleurs de solitude, mais je veux dire, c'est pour ça qu'il s'appelle famille, je pense. Comment tous ces liens que l'on a, il y a pas longtemps, vous m'avez dit avoir écouté quelques épisodes, mais on a fait une série avec la psychothérapeute et philosophe Nicole Prieur sur la famille. Comment ces liens viennent à la fois nous élever, mais à la fois en effet miroir, viennent aussi nous chercher. C'est-à-dire que parfois c'est vraiment... Alors quand on parle de famille, on parle évidemment de nos parents, de toute la fratrie, mais on parle aussi de notre conjointe, de nos enfants. Comment ces liens viennent nous chercher comme ça, en effet miroir, en projection, quelque part, ils sont des maîtres, quelque part pour nous, dans le bon sens du terme, dans le sens à la fois douloureux, difficile, mais en même temps aussi pour le meilleur, si on peut conscientiser peut-être ces liens pour en faire quelque chose. C'est le cas, vous, à travers vos chansons. Enfin, on sent que cette rupture que vous avez vécue, vos excès, à un moment vous parlez en miroir avec je sais plus quelle... Résolution. Ouais, dans Résolution, où il vient vous dire, voilà, il faut accueillir aussi tout ça. Comment ça vient nous heurter, mais aussi nous élever ? J'ai envie de vous dire, enfin,
Je cherche il faut en référer à ces émissions que vous avez faites avec cette dame, qui sont extrêmement expertes, certainement plus que moi, parce que, en effet, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont étudié cette question-là. Il y a dans la famille quelque chose exactement de ce que vous venez de décrire, qui est extrêmement bien expliqué par Nicole Prieur, que je saurais au mieux paraphraser, mais qui est de l'ordre de la tendre guerre, quoi. C'est-à-dire que c'est ce que je vous disais tout à l'heure, quelque chose qui nous sécurise et nous irrite. Et parfois, c'est difficile parce que parfois, il faut s'en extirper, parce que ça irrite plus que ça sécurise. Parfois, ça empêche aussi. J'ai l'impression. Je pense à toutes ces... j'ai l'image de la fourgonnette avec écrit Tartampion et fils. Fils, parfois, n'a peut-être pas forcément envie de faire le métier de son père, donc ou de sa mère. Il y a quelque chose, oui, d'un peu enfermant, qui est pas toujours évident, et en même temps, c'est une belle chance aussi, la famille. Donc c'est ça, c'est une cellule avec laquelle il faut composer. Moi, dans ma vie, je l'ai complètement rejeté à un moment, ma famille, pendant longtemps, mais pas méchamment, et d'ailleurs ils m'en ont pas du tout voulu, mais j'avais des amis très très proches, une espèce de bande quand j'étais au lycée, que j'ai toujours, qui faisaient office de famille, et que ça marchait très bien comme ça. Et mes parents, mes sœurs, mes cousins, tout ça, m'ont laissé vivre cette vie familiale-là. Mais du coup, je me suis complètement extirpé. Je n'allais plus jamais aux réunions de famille. Je faisais plus ça. Je passais mon temps avec ces gens-là. Et puis un jour, je les ai retrouvés. Je me souviens, c'est un peu en rencontrant la mère de mes enfants. Je me souviens d'un de mes cousins qui a dit: Benjamin, on ne connaissait pas, et puis un jour, on l'a rencontré. C'était dans des mots un peu plus crus, mais enfin, globalement, c'était à peu près ça. Et c'est vrai que c'était génial de rencontrer cette famille que j'avais pas vue depuis longtemps, parce que moi-même, j'en avais créé une de mon côté. On peut aussi se la créer, quoi, c'est possible. C'est un peu fourre-tout, ma réponse, là. C'est un peu le bazar, mais Non, mais vous le dites très bien dans une chanson, mais j'adore la tendre guerre, et vous avez vraiment ce sens de choix des mots, de la formule. Vous dites aussi: on grandit, on quitte le nid, puis on fait un nouveau nid. Et donc, ce nouveau nid, ça passe par cette rupture, en fait, que vous venez d'évoquer. C'est-à-dire que forcément, certainement, à un moment donné, il faut peut-être s'éloigner pour mieux y revenir. Parce qu'on sent aussi dans vos chansons qu'il y a quand même beaucoup d'amour dans votre famille. Ouais. Comme une chance, quand même. Mais totalement, bien sûr. Il faut s'en éloigner et y revenir. Alors, je ne sais pas si on est obligé de s'en éloigner. Vous voyez, je trouve que, en tout cas, c'est entendu que c'est cool de s'en éloigner. Mais je trouve ça aussi super. Moi, j'ai l'impression qu'il faut aussi saluer ces gens qui gardent la même cellule familiale toute leur vie, qui ont le temps de s'occuper de leurs frères et sœurs, de leurs parents, de leurs cousins, et qui disent pas: non, je peux pas parce que maintenant j'ai des enfants. Je dois dire que moi, j'en ai peut-être un peu souffert aussi, parce que je suis le petit dernier, et donc j'ai toujours été celui dont on s'occupait, et puis d'un coup est arrivée une génération d'après, puis on s'est plus du tout occupé de moi, parce qu'il y avait une génération d'après et qui était prioritaire. Et du coup, je me suis toujours dit que ça aurait pu être aussi très ok de dire: ok, moi je garde cette cellule familiale, je continue à m'occuper à profiter de mes parents, de mes frères et sœurs, etc. Je trouve ça très ok aussi de pas faire de nouveau nid, comme je dis dans la chanson. Dans la chanson, pardon. C'est laquelle, d'ailleurs? Je me souviens plus. C'est Famille. C'est Famille, c'est toujours dans Famille. C'est la fin de Famille. Devenir père, vous l'évoquez aussi énormément dans vos chansons. Vous avez 2 garçons, c'est pas un secret qu'on dévoile là. Et pourtant, dans cet opus, vous vous adressez à la fille que vous n'aurez certainement peut-être jamais, qu'on ne peut pas forcément savoir, mais en tout cas, vous semblez avoir fait le deuil de la paternité. Ouais. Et c'est à elle que vous adressez. C'est extrêmement touchant parce que finalement, elle existe, on la voit, enfin, on voit cette fille. C'est quand même très troublant, j'ai trouvé, dans cette chanson. Parce que ça vous a fait ça, vous aussi? Ou ça fait ça aux gens qui l'écoutent? En effet, je lui parle comme si elle existait, alors que l'idée de la chanson, c'est qu'elle n'existera jamais. On a l'impression qu'il y a une petite âme là qui aurait quand même envie de s'incarner. Je parle de ses frères. Vous parlez de ses frères, ouais. Voilà. Oui, parce qu'il fallait que ce soit un peu léger, parce qu'en vrai, c'est pas très grave.
Enfin, je veux dire, c'est trop cool, j'ai des enfants, j'en voulais, voilà, point. Après, j'en fais surtout pas un objet de complainte ni de tristesse, pas du tout, surtout pas. Et puis en plus, garçon ou fille, peu importe le genre. Oui, en vrai, on l'entend pas soient, comme ça d'ailleurs dans la chanson. voilà, Ouais. l'important c'est qu'ils soient eux-mêmes et heureux. Et voilà. Et puis en plus, j'ai vraiment essayé de les élever comme si c'est sans les genrer. Donc vraiment, bien sûr. Maintenant, c'est vrai sans que... les genrer, mais vous dites que vous les avez élevés comme des filles, un peu quand même. Je dis ça, mais c'est plutôt un clin d'œil par rapport au fait qu'au début, je dis à ma fille que je l'élèverais comme un garçon. Donc du coup, c'était justement pour faire le balance. Voilà, la balance. Maintenant, malgré tout ça, une fois que c'est dit tout ça, et c'est très important de le dire, c'est vrai qu'il y a un petit pincement. D'abord parce que moi, j'ai toujours vu mon père élever des filles, parce que j'ai que des sœurs, donc je le voyais faire avec des filles. Je le voyais pas faire avec moi, parce que j'étais directement impliqué. Donc du coup, j'ai l'impression de savoir comment on fait avec une fille. Enfin, j'avais la sensation que j'aurais su faire avec une fille. Par ailleurs, je suis quelqu'un de fondamentalement dans le combat. C'est ma manière de vivre. Je suis pas tellement contemplatif ni dans le plaisir. Je pense que je suis j'ai un caractère de combattant et je trouvais ça aussi super d'insuffler ça à une femme parce que j'ai l'impression que c'est le bon moment pour être dans le combat quand on est une femme. Ça a toujours été, mais enfin il y a vraiment un combat à mener. Oui, comme une Amazone un peu, cette femme. Je sais pas ce que c'est. C'était des femmes guerrières, en tout cas dans les archétypes, quoi. Là. Des femmes exactement. Très féminines, mais en même temps avec beaucoup de yang qui partaient au combat. C'est ça. Et donc j'aurais bien aimé ça. J'aurais bien aimé. Et ça n'est pas arrivé. C'est pas grave. Et puis en plus, je voulais aussi parler de ce rapport père-fille, qui est un rapport très... Alors, ne faisons pas de généralité, surtout pas. Mais disons que j'en parle un peu dans la chanson. Il y a plein de chansons sur des pères pour leurs filles. Il n'y a pas beaucoup de chansons des pères pour leurs fils. Exact. Mistral gagnant, donc j'en parle dans la chanson. Cécile de Claude Nougaro. Oui. Laura, la chanson de Johnny Hallyday. Je peux en parler, il y en a plein. Et c'est pareil pour les garçons d'ailleurs. Il y a plein de chansons de garçons pour leur mère. Pas beaucoup pour leur père. Ou alors toi, le père que je n'ai jamais eu. Frère. Le frère, c'est le frère. Ah oui, c'est le frère, exact. Toi, le frère que je n'ai jamais eu. Ouais. Et alors, du coup, je trouve que si on doit faire des schémas caricaturaux et des généralités, ce qui est jamais vraiment bon signe, j'ai l'impression que les rapports père-fille sont moins conflictuels que les rapports père-fils et en miroir que les rapports mère-fils sont moins conflictuels que les rapports mère-fille. En général. Mais après, évidemment, tout est possible, tout existe. Donc, j'aurais bien aimé avoir un rapport non conflictuel avec un enfant. Ça aurait été cool. Alors justement, devenir père de ces deux garçons, ça vous a métamorphosé. Qu'est-ce qui a changé? Est-ce que c'est votre plus grande métamorphose ou pas? Finalement, on est dans métamorphose. Ou une d'eux? Oui. Oui, définitivement, oui. C'est largement ma plus grande métamorphose. Totalement. Ça m'a complètement changé parce que c'est présent partout, tout le temps. C'est une autre manière d'envisager le bonheur, je trouve. Donc, c'est une autre manière d'envisager le devoir. Et je me souviens de Laure Manodou, qui me racontait, parce que je la connais. Non, on s'est parlé une fois ou deux. Enfin, quelques fois, quand même, j'exagère. Et elle me disait que pour les JO de Pékin... elle a 2 enfants, c'est ça? Elle a 3 enfants. 3 enfants, ok. Mais là, elle me parlait de la première fois qu'elle avait été mère. Et elle disait que, en fait, avant d'être mère, quand elle nageait, elle avait cette espèce d'étincelle d'insouciance qui en fait disparaît quand on est parent. Il y a cette insouciance qui disparaît, qui lui a fait perdre quelques micro-centièmes qui sont indispensables dans son métier. Et je trouvais ça vachement intéressant parce qu'effectivement, il y a une étincelle d'insouciance qui disparaît, mais au profit plein d'autres choses. Mais c'est une métamorphose, totalement. Et je suis très heureux de ce que ça a fait sur moi. Je trouve ça pénible, parfois, dur, mais en tout cas, je suis content de ce que mes enfants ont fini par me faire devenir. À un moment donné, d'ailleurs, quand vous parlez d'eux, j'essaye de retrouver la formulation exacte, mais vous la connaissez. Vous avez tellement de fiches. Vous la connaissez par cœur. Mais c'est des mines, vos chansons. Il y a tellement de formulations. Vous êtes une machine à citation. J'adore. On va en mettre d'ailleurs sur les réseaux sociaux de Métamorphose.
Et vous parlez des garçons comme, alors évidemment c'est pour le clin d'œil, mais comme une race de chacal. Vous voulez pas quelque part qu'ils deviennent... Vous en voulez un peu au masculin parce qu'on vit des temps difficiles pour les hommes quand même aujourd'hui, hein, et du patriarcat qui est quand même mis à mal, et vraiment à raison parce qu'il y a des choses qui vont pas. Et en même temps, est-ce que c'est pour la formule ou il y a une véritable défiance aujourd'hui, vous en tant qu'homme, à l'égard du masculin, en disant faut qu'on fasse autrement à travers cette formulation? J'essaye de la retrouver, vous pouvez me la dire? Sale race de chacal puant. Voilà, sale race, même... je l'ai, sale race de chacal puant. Vous dites que vous avez élevé vos fils comme des filles solides et fières, capables et dignes. Ça, c'est... Oui. C'est beau, ça. Bah, je trouve que... on est dans... depuis que moi je suis né, donc depuis les années 80, mais ça a commencé avant. Je pense que ça a commencé au moment où les femmes ont le droit de voter. Ouais. Enfin, moi, je le situe à peu près là, les suffragettes. Peut-être que ça a commencé encore avant. Dans un moment de direction vers l'égalité. On n'y est pas du tout, mais on est dans cette direction-là. Oui. Et c'est une direction que moi, je souhaite prendre. En revanche, j'ai pas l'impression qu'en tant qu'homme, je puisse vraiment m'emparer du sujet. Parce que c'est pas vraiment mon rôle. Mon rôle, en revanche, c'est d'embrasser la cause. Donc, j'essaie de le faire autant que je peux. J'ai toujours un peu du mal à comprendre ce que ça veut dire d'être féministe, puisque j'ai l'impression qu'on devrait tous l'être, puisque si c'est être féministe, c'est considérer que l'homme est l'égal de la femme. Je vois pas vraiment en quoi ça peut être autre chose qu'une évidence, voilà. Donc, je reste là-dessus. Maintenant, j'ai l'impression, j'ai un peu peur, je m'inquiète un peu de ce clivage, d'une guerre possible, en fait, entre les hommes et les femmes. Risque, hein. Ouais. Je suis pas hyper pour ça. Je trouve que il faudrait apprendre à se rassembler quand même. Parce que j'ai plus la sensation qu'on s'approche de quelque chose de clivant et de guerrier plus que du rassemblement. Donc ça, j'aimerais bien que ça arrive. Maintenant, en attendant, j'essaye à la fois, sans m'en emparer, d'embrasser la cause. Pas toujours facile. Alors évidemment, on vous connaît pour parler beaucoup d'amour, de la rupture, des relations amoureuses, des liens amoureux, et puis de l'amour en général. Et finalement, j'avais envie de vous poser cette question, qu'est-ce que c'est que l'amour ? Moi, je sais pas vraiment ce que c'est que l'amour. L'amour est tellement... Les Grecs avaient tellement de mots pour définir l'amour. Aujourd'hui, vous qui parlez si bien d'amour, qu'est-ce que vous auriez envie de dire sur l'amour ? C'est complexe. J'aimerais bien être brillant, là, en tout cas. Je vous le dis, vraiment, très honnêtement. Peut-être sur l'amour amoureux, quand même. Si on prend cet amour-là, c'est complexe. Parce qu'à la fois, dans l'amour, il y a le désir, il y a la passion, il y a le sentiment, il y a tout ça qui se mélange. Merci de m'aider, en tout cas. Bah oui. Vraiment, je sens que vous venez à ma rescousse, c'est très sympa. Non. En même temps, je vous laisse pas réfléchir. Je vous laisse pas réfléchir en même temps. Non, mais tant mieux. Je fais silence. C'est hyper juste. Je pense que c'est l'amour amoureux, en tout cas, celui dont vous venez de parler là, c'est celui qui ajoute le désir à l'amour. En tout cas, c'est comme ça que je le vois. Parce que sinon, il y a tellement d'intensité dans certaines relations amicales, je vois pas très bien quelle différence je peux faire avec l'amour amoureux, hormis l'existence du désir. Et de l'intimité. Qui est quand même génial. Enfin, partager le désir, c'est quelque chose de complètement exceptionnel. Moi, j'aime bien aussi le fait de créer un petit vaisseau, quoi. Le petit vaisseau là, commun, où on fait dedans des projets qui sont des projets qui peuvent être d'aller vivre dans un van et faire de l'escalade toute sa vie, ou de vivre une vie très classique en faisant des enfants, peu importe, mais ce petit vaisseau commun là. De prendre un billet pour le Japon. Exactement, des choses comme ça. Donc tout ce qui peut représenter des projets à faire à deux. Moi, ça a toujours été un espèce de rêve que je trouve génial. Souvent, je cite le pharmacien, la pharmacienne. J'ai toujours trouvé ça hyper beau. Les gens qui travaillent ensemble, le boulanger, la boulangère. Je suis toujours fasciné parce que eux, leur petit vaisseau, c'est leur quotidien. Ils ont décidé de vivre un quotidien ensemble. Oui. Ce que moi, j'ai jamais pu vivre, mais que je trouve hyper beau.
J'ai croisé un humoriste il y a pas longtemps qui me racontait qu'il écrit tous ses textes avec sa compagne. Ça me fascine. Je trouve ça magnifique. Donc, je pense que pour moi, l'amour, c'est ce que vous avez dit, hein, l'amour amoureux, c'est-à-dire une connivence majeure et le fait de faire des projets ensemble dans notre petit vaisseau, accompagné de désir. Qui peut peut-être disparaître, ça, j'en sais rien. Bah oui, on n'en sait Ça, rien. ouais, On n'est pas au bout pour voir. Ouais. Pas encore, moi, mais je me dis que c'est sûrement le cas, même si j'ai fait, donc, que vous le disiez au début, enfin, je sais pas si c'était hors antenne qu'on disait ça, mais moi aussi, j'ai fait un podcast comme vous. Oui. Bah, alors moi, j'ai fait que 10 émissions, et déjà, je suis crevé. Donc, je sais pas comment vous avez fait. Vous avez fait combien d'émissions, là? Vous savez? On a enregistré 1600 émissions et 500 formats longs. Et ben, dans une de mes 10 J'ai émissions... couru aussi des marathons, alors il y a peut-être un truc un peu bourrin chez moi qui va au bout dans la runneuse un peu stupide. Au contraire, non, c'est super. Ouais. Bah, du coup, ça vous permet d'avoir un métier et de savoir, quand vous voyez que là, par exemple, je checkais un peu sur l'amour, vous m'avez bien aidé. Qu'est-ce que je disais? Attendez, c'était par rapport... Ah oui, par rapport au désir. Ouais. Parce qu'on a fait une émission sur le désir des personnes âgées. Et en fait, il est très existant. Oui. Je crois que c'est juste après la tendresse, c'est le deuxième intérêt dans l'amour chez les personnes âgées. C'est incroyable. C'est trop beau, en fait. Plus de 80 ans. Ouais. Donc, ouais, c'est très beau et ça s'étudie depuis pas longtemps. En fait, avant les années 2000, on considérait que on parlait du désir jusqu'à 50 ans ou 55 ans. C'est incroyable. Ouais. Et maintenant, ça y est. Mais ça reste hyper tabou. Enfin, on n'en parle pas trop, ça nous dégoûte un peu. Et du coup, là, en parlant dans cette émission, on s'est rendu compte qu'en fait, c'était très existant et très important. Donc, si ça se trouve, ça disparaît jamais. Voilà. Bah moi, je pense, en fait. Il y a un truc de... Quand il y a du désir, il y a de la vie. En fait, le désir... Enfin, je reviens sur Jung, non pas du tout que je sois une spécialiste de Jung, mais je pense à ça parce que cette énergie, ou même à William Reich, pour citer quelqu'un d'autre, cette énergie de vie, le chi ou le ki chez les Asiatiques, en fait, c'est le côté libido, mais pas forcément dans la sexualité, mais qui est l'élan de vie, qui est notre vitalité en réalité, si on mettait d'autres mots. Et ça, quand on n'a plus ça, on meurt. C'est-à-dire quand on n'a plus de projet, pas simplement le désir sexué, mais le désir, simplement l'élan de vie. Alors, il est donc du coup dans le désir sexuel, du coup. Enfin, tout ça, vous le mettez dans le même sac, c'est de ce que je comprends, quasiment. Je me pose la question, est-ce que finalement ce désir, il peut être sexué, mais c'est aussi le désir de l'élan de vie plus global, en fait, qui irradie dans toutes les dimensions. Oui, d'ailleurs, quand on est déprimé, quand on est en dépression, on perd... on n'a plus d'appétit sexuel, on n'a plus de libido, donc ça doit avoir du sens. Après, j'ai vraiment aussi l'impression tout existe, hein, mais qu'il existe des très belles histoires d'amour qui, au bout d'une trentaine, quarantaine, cinquantaine d'années, n'ont plus de libido entre eux, et c'est pas un problème. J'ai l'impression que ça existe aussi beaucoup. Et c'est vraiment pas un problème. Oui. Vous croyez pas ça? Moi, je pense que... On est conçu pour faire couple, il faut forcément qu'il y ait de la sexualité. Mais en réalité, est-ce que c'est pas une construction culturelle, sociétale ou humaine? Comme vous dites, certainement qu'il y a plein de personnes qui font couple. On peut être peut-être dans le désir de l'autre simplement parce qu'on regarde un truc ensemble et qu'on est simplement hyper connecté dans l'instant. Et en fait, il y a du désir. Il y a de la libido, entre guillemets, d'une certaine manière. Ça y est, je vois ce que... Oui. Je me souviens d'un maître tantrique australien qui est décédé, alors moi je ne l'ai pas évidemment du tout connu, mais qui a écrit un livre qui s'appelle, le maître tantrique s'appelle Barry Long, où il disait que finalement, au bout du bout, il n'y a peut-être même plus besoin des corps, et que le désir de l'autre peut être là, alors j'en sais rien, c'est extrême, hein, mais que le désir de l'autre peut être là, simplement dans la présence. Il y a quelque chose de fort, en fait, aussi, je trouve. Voilà. Je pense que je suis d'accord avec ça. Enfin, moi, c'est ce que je ressens aussi. Ouais. J'avais vu une série avec Eric Cantona, une série géniale, qui s'appelle Dérapage, il me semble. Pas vu. Où, au départ, il raconte qu'il est avec sa femme depuis 30 ans et qu'en fait, il continue il suffit qu'elle lève le petit doigt pour qu'il continue à la trouver très attirante et tout. Et je me disais que... Voilà, lever le petit doigt, c'est pas beaucoup. Mais c'est par rapport à ce que vous dites de la présence.
y a quelque chose parfois dans la présence qui nécessite rien et qui fait qu'on a encore une forme de sexualité, de désir qui soit autrement. Voilà. Ouais, ce que j'entends dans ce que vous étiez en train de dire, c'est qu'il y a, pour vous, il y a cette besoin ou cette envie un peu de fusion dans le fait de faire intime, en fait, amoureux. Il y a ça me fait penser au mythe un peu de l'androgynie, c'est-à-dire que au départ, est-ce qu'on était deux finalement est-ce qu'on fusionnait avec le divin pour ceux qui sont croyants? Est-ce que finalement on était deux? Est-ce qu'il y avait une gémellité, peut-être un début de grossesse et une vision peut-être de l'amour assez fusionnelle dans ce que vous dites? C'est juste ou pas? C'est très juste. Oui. Et c'est l'amour qui m'a... c'est celle qui m'a fait rêver, qui m'a construit, mais c'est pas celui auquel comment dire, j'ai changé d'avis. Enfin, pas d'avis, mais de manière de voir les choses. J'ai l'impression que il y a plein d'autres façons de vivre l'amour, et par là, la fusion, parfois, ça crée ces espèces d'identités de couple qui, aujourd'hui, me font un peu flipper, où on dit on n'a pas aimé ce film, alors que... Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Oui, le jeu, quoi. Le jeu qui devient on, là. Ouais. Donc, finalement, j'en reviens un peu, quand même. Et aujourd'hui, je trouve ça aussi hyper beau, ces couples qui se laissent vraiment tranquilles aussi, où ils ont chacun une vraie identité personnelle. J'ai l'impression que, en plus, c'est souvent, un peu écrasant, souvent pour l'un ou l'autre, pour l'une ou l'autre. Donc, du coup, je trouve ça, au final, très utile de se laisser aussi pas mal tranquille, en vrai. Aujourd'hui, c'était pas... Ça vient un peu contredire mon mythe du pharmacien à la pharmacienne, mais en vrai, les deux me font rêver. Après, moi, j'ai fait une chanson qui s'appelle Nous deux contre le reste du monde. Ouais. Bon, voilà. C'est ça. Mais c'était une des premières. Ouais. Aujourd'hui, je vois plus tout à fait les choses de la même manière. Il y a une chanson d'ailleurs dans ce nouvel album aussi dessus, où finalement, en apparence, ils ont l'air vraiment de faire bloc, mais elle semble se faire battre par son mari. Ah oui. Et voilà, et sur les apparences aussi du couple. C'est sur la violence conjugale, tout à fait. Bah, ça vient du podcast encore, ça. Ah oui. Ouais, tout à fait. C'est parce que j'avais fait donc, ça parlait d'amour conjugal, ce podcast. Il y avait un thème par émission, parce que j'avais reçu des courriers du cœur. C'était des courriers du cœur qu'on lisait. Oui, c'était tiré de ça, oui. Voilà, c'est ça. Et parmi tous ces courriers que j'ai reçus, j'en ai reçu plein. J'en ai reçu plus de 1000. Eh bien, il n'y en avait pas un seul qui portait sur les violences conjugales. Et je me disais que c'était peut-être pas non plus très étonnant qu'on vienne pas me demander de l'aide à moi, chanteur qui faisait une première émission sur ces questions-là. Mais ça m'a pas empêché quand même de faire une émission là-dessus. Et donc d'interviewer une médecin gynécologue qui s'appelle Ghada Hatem, qui a fondé la Maison des Femmes. Et donc, comme chaque émission se termine par une chanson, là, c'était la chanson qui partait sur les violences conjugales, où en fait, je lui demandais au docteur Hatem qu'est-ce qu'on doit faire quand on est un proche. Ouais. Et donc, elle me disait, parce que c'est pas forcément évident, parce que si on est trop dans le jugement, eh bien, on perd puisque le principe de ces couples, c'est qu'il y a une coercition, il y a le conjoint empêche, isole la personne qui est victime de violence. Et donc, du coup, pour éviter cet isolement, il faut rester au contact. Et pour rester au contact, il ne faut pas être trop dans le jugement. Il faut rester assez, finalement, consensuel. Donc, c'est un peu cette chanson, c'était de dire, viens un peu nous voir, sans être trop dans le jugement, quoi. Ouais, on sent ça, c'est pas dans le jugement. D'ailleurs, c'est un peu déroutant aussi. Parce qu'on se dit, en fait, elle se fait quand même battre. Mais on sent qu'il y a quelque chose d'un point de vue un peu plus éloigné, effectivement, dans ce couple. Ouais. On essaye de ne pas être trop dans le jugement, mais pour rester au contact, pas pour dire la vérité de ce qu'on ressent. Bien sûr. Parce que dans le fond, il y a quand même un jugement que ça ne va pas. Bah, tout à fait. Alors, le couple aussi, c'est une danse. Est-ce que vous voyez ça comme une danse à deux, un peu, le couple? D'ailleurs, dans votre clip, c'est la chanson Rupture. Hein. Oui. On voit vraiment cette... Au quiz, ça va au quiz? Franchement, chapeau. Non, mais vous êtes impressionné parce qu'au moment où on enregistre cette émission, l'album n'est pas encore sorti, donc vous n'avez pas eu encore tous les retours que vous allez avoir. Je suis impressionné parce que vous travaillez bien. Je travaille bien, c'est la bonne élève. Perfectionniste. Non, au contraire, c'est super agréable d'avoir quelqu'un qui connaît bien son sujet. Moi, je me suis déjà retrouvé avec des gens qui me disaient j'ai vachement bien aimé ton album, j'ai vraiment bien aimé. Tu peux me dire pourquoi je l'ai bien aimé, au fait? Oui, c'est ça.
En tout cas, dans ce clip, il y a vraiment cette danse, alors pas forcément comme ça, sous forme de tango entre 2 personnes, mais on sent qu'il y a vraiment cette alchimie, en fait, cette danse à trouver en amour, des 2 individualités et en même temps de la fusion. C'est ça qui est complexe, en fait, en amour. Ah ouais, c'est ça. J'aime bien le parallèle que vous faites avec la danse parce que il y a quelque chose de prendre régulièrement des directions différentes en même temps. C'est ça qui est pas toujours évident. Donc il y a certainement ça dans le couple. Et là, en l'occurrence, la chanson dont vous parlez, c'est une chanson de rupture, donc ils sont quand même un peu en colère l'un et l'autre dans cette chanson. Ce que je trouvais cool dans ce clip-là, c'était de pouvoir illustrer le morceau à travers une danse, parce que le morceau est dansant. Oui. Ce qui est assez rare dans ma musique. Je fais pas beaucoup de morceaux qui sont dansants, donc du coup, je me suis dit, ah cool, je vais pouvoir faire un clip avec de la danse. Parce que voilà, c'est pas souvent. Ouais. D'ailleurs, vous partagez ce titre avec une autre chanteuse, Yoa. avec Yoa. Vous aviez envie de la choisir justement pourquoi pour ce titre? Parce que, en fait, au départ, je l'avais entendue chanter une chanson qui s'appelle Chanson triste, où elle avait une forme de façon de chanter le dépit et la colère assez froide, calme. Et j'avais besoin de ça. J'avais besoin de quelqu'un qui chante une colère froide. Et parce que le titre que j'ai écrit, il demande d'avoir une technique au niveau du flow vraiment balèze. Oui. Et elle est très technique au niveau du flow. Elle est très balèze. Elle chante hyper bien. Oui. Et elle a cette façon froide d'être en colère qui correspondait parfaitement. C'est, je pense, une des fois où en studio j'ai été le plus impressionné par la vitesse d'exécution et la qualité de la prise, quand on a dû faire 2 prises. Et puis le rythme est impressionnant, hein. D'ailleurs, il y a des formules encore incroyables. Toujours quand on quitte, on trahit, mais l'amour, c'est pas de l'humanitaire. Et à mon avis, c'est pas une meuf que tu cherches, c'est un animal de compagnie. Alors, je dînais avec des amis chers hier soir, un groupe de copines de 20 ans. Et je leur ai dit ça, justement. On parlait d'amour, de mecs, etc. Et à la fin, je leur ai dit ça. Elles m'ont regardé en mode waouh. Donc, évidemment, on voit bien. Alors, ce clip-là est déjà sorti. Donc, si. Ouais. Alors, quand cette émission est enregistrée, de toute façon, vous pouvez retrouver sur votre chaîne YouTube, la chaîne YouTube de Ben Mazué. Mais on voit déjà qu'il y a beaucoup de commentaires sur cette formule. À mon avis, c'est pas une meuf que tu cherches, c'est un animal de compagnie. J'avoue que ça m'a pas mal fait réfléchir, moi aussi, sur ce qu'on cherche quand on cherche à être à 2. Puis il y a cette formule très vieille qui dit « vaut mieux être seul que mal accompagné ». Et donc, c'est une façon plus cash de le dire, en fait, ça. C'est aussi un moment précis de la rupture. Oui. C'est le moment où on quitte. C'est un moment de grand conflit. Surtout quand l'autre ne s'y attend pas beaucoup. Et je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre, au départ, du déni et de la colère. Et je voulais capter ce moment-là précis de la rupture. Le moment où il y a du déni, de la colère. Au départ, on n'est pas d'accord, en fait. On l'a tous vécu. Enfin, moi, en tout cas, je l'ai vécu. Le moment où je me fais quitter, en fait, je suis pas d'accord. Et je trouve ça dégueulasse. Et en fait, je suis en colère avant d'être triste. Avant d'être triste, on est d'abord en colère. Ensuite, on est très triste. Il y a un truc qui dit, bah non, quoi. Mais non, ouais. Bah non, pas du tout. Non, déjà par rapport à ce que tu m'as promis, c'est un grand non. Et ensuite, par rapport à ce que tu dis, je suis pas d'accord avec rien. Et en fait, malheureusement, c'est pas une question d'être d'accord ou pas d'accord, parce que c'est une question de ressenti. On peut vraiment questionner le ressenti. On peut ne pas être d'accord avec un ressenti. Mais c'était ça que je voulais cristalliser. C'est aussi une chanson issue du podcast, parce que c'était l'épisode sur la rupture. Donc il y avait pas mal de ça, justement, de ces passages-là. Et finalement, la rupture, ça ressemble à un deuil, en vérité, avec donc ces étapes classiques là, d'abord le déni, la colère, l'acceptation, la dépression. Et voilà, donc je la trouvais. C'était ce moment précis. Donc c'est pour ça, par rapport à ce qu'elle dit, il faut savoir que déjà au départ, moi je lui avais proposé, elle pouvait prendre les 2 parties. C'est-à-dire que je lui ai dit, si tu veux, tu chantes la première partie ou la deuxième partie. Ça, peu importe pour moi. Et après, dans la colère, ben ouais, il
Il y a ce truc parce que lui, il lui dit tu m'écoutes pas et tu fais pas assez attention à moi. Et elle lui dit mais je t'écoute tellement que j'utilise tes propres expressions et je fais énormément attention à toi. Donc en fait, ce que tu veux, toi, c'est juste un animal de compagnie, quoi. En gros, c'est quelqu'un qui t'écoute encore plus. En fait, qui t'obéisse. Ouais. Qui t'obéisse, qui soit à ton service, qui soit toujours là pour t'écouter. C'est comme s'il y en avait un qui était presque au service de l'autre. Elle le déteste, en fait. Elle le déteste très vite. Ouais. C'est très OK pour moi. C'est très OK pour moi. Parce que je trouve ça juste. Est-ce qu'on peut cesser d'aimer Ben Mazué quand c'est fini ? Souvent, je vois moi-même dans des ruptures amoureuses, dans mon entourage ou pour l'avoir vécu, que on croit que ça y est, parce que le lien est fini, il doit plus rien se passer. Mais en fait, l'amour, ça fonctionne pas du tout comme ça. Ça perdure. Nous sommes la somme, quelque part, des gens que nous avons aimés, qui nous ont aimés à l'intérieur de nous. L'amour ne passe pas comme ça. C'est ça. C'est la question de savoir... Est-ce qu'on aime toujours, en fait ? Oui. Pour toujours. Qu'est-ce qu'on fait de ça, en tout cas ? Oui. Parce que parfois, on peut pour survivre, décider d'être en colère, de vivre d'être contre cet amour, et donc de détester. Ça arrive souvent dans les divorces. Oui, on voit que 10 ans après, il y a toujours ce truc qui ne va pas. Il y a de l'animosité, il y a de la colère. Mais ça, c'est parce que moi, j'ai souvent l'impression que c'est une méthode pour survivre, pour essayer de faire avec tant d'amour qu'on avait. C'est ça. Donc, on avait tant d'amour que du coup, on le transforme en colère et il y a que comme ça qu'on s'en sort. Est-ce qu'on arrive à vivre sans ? En gros, c'est ça. Hein, est-ce qu'il peut y avoir plus rien ? Je pense que oui, moi. Je pense que ça existe, ouais. Je pense qu'il peut y avoir plus rien. Après, il peut y avoir plus rien dans les émotions, mais c'est, comme vous dites, on s'est construit avec. Donc, il y avait forcément une partie de ce qu'on est qui est issue de nos rencontres et de nos amours. C'est évident, oui, bien sûr. Il reste toujours quelque chose. Et puis après, on parle des grands amours, là. Du coup, il n'y en a pas non plus 1000 dans une vie. Non, c'est sûr, bien entendu. Donc, forcément qu'ils ont toujours été très importants. Je pense quand même qu'il faut donner quand même de l'espoir aux gens qui se sont séparés et qui vivent la misère. On s'en remet, quoi. On s'en remet, parfois c'est complètement effacé. C'est vrai. Est-ce que, en fait, je me suis demandé si ce que vous aimiez, c'était si vous aimez aimer. Ah ouais. Vous aimez aimer, en fait. Ah, carrément. J'adore aimer, j'adore rendre hommage. Ouais. C'est des moteurs super de mon inspiration. Et d'ailleurs, j'ai souvent... j'ai l'impression que c'est mon code d'honneur quand j'écris des chansons sur mes proches. C'est avant tout me dire que quoi qu'il arrive, je leur rendrai hommage. Je ne règle pas de compte. J'essaye de rendre hommage à chaque fois. Voilà. Et là, vous rendez hommage à votre grand-mère, à une mamie, quelle qu'elle soit. Ça peut être aussi la grand-mère universelle, c'est-à-dire qu'on peut tous imaginer. Et alors moi, je l'adore, parce que cette femme, elle nous enseigne terriblement dans cette famille. C'est-à-dire qu'elle est vraiment la figure de celle que la mort ne va pas faucher, qu'elle attend paisiblement. Et elle va bien, en fait. Ouais, vous pouvez nous en parler de cette grand-mère ? Bien sûr. Certainement mieux que moi. Non, mais c'est ça. Non, au contraire, c'est exactement ce que je dis quand on m'interviewe sur cette mamie, là, parce que c'est la valse de mamie, elle s'appelle. Moi, cette dame, elle me fait beaucoup de bien parce que elle me donne la sensation qu'on peut arriver au bout, en fait. Qu'on peut se dire, OK, ça y est, c'est bon, j'ai vécu assez là, je suis prêt. Et moi, c'est quelque chose que j'ai toujours pensé impossible. C'est-à-dire que j'ai toujours l'impression qu'on arrive face à la mort en disant, mais il me reste encore tant de choses à faire, à vivre, à voir, voilà, c'est trop tôt, j'ai peur, j'ai pas envie, etc. Et cette dame qui est si sereine face à ça et qui dit, moi, mais c'est bon, en fait, j'ai vécu assez de choses, je suis prête, ça va, ça me donne beaucoup d'espoir pour la suite, quoi. Ça veut dire qu'en fait, on peut vivre et s'accomplir jusqu'à un moment où on se dit, là, c'est bon. Je pense que je suis prêt à mourir. Donc, elle me fait beaucoup de bien, pas seulement pour ça, mais aussi pour ça, cette dame. Cette sérénité-là. Elle va bien. Qu'est-ce qu'elle dit, d'ailleurs ? Elle dit « je vais bien ». Dans la chanson, on va dire. Ouais, c'est ça. Elle dit « je vais bien, je vais bien ». Et elle dit « c'est pas la mort qui me fauche, c'est moi qui l'attends, presque ». Et c'est ça. Et je suis trop content que ça existe, et trop content que ça existe avec tant de sérénité, parce que
moi, pour avoir été beaucoup dans les hôpitaux, il y en a aussi qui attendent la mort parce qu'ils souffrent trop. Ouais. C'est encore autre chose. Ils veulent juste en finir. Bien sûr. Et ça, c'est tout à fait aussi entendable, bien sûr. Mais là, c'est pas non plus un trop-plein de souffrance ou quoi. C'est juste, ma vie est passée, je l'ai aimée, mais ça suffit. C'est bon. Et ça, je trouve ça... c'est beaucoup d'enseignements et c'est très important sur ma manière à moi de vivre, de construire ma vie. Sur l'idée de vieillir, quoi. Vous avez vu des gens qui vous ont inspiré comme ça, ou c'est vous qui vous êtes imaginé en fait cette vieillesse, sereine, en paix? En général, vous voulez, à part Oui, cette dame, oui, est-ce qu'il y a d'autres gens qui ont inspiré ce Oui. personnage? Ouais, oui. bien sûr, plein. Oui. Ouais, plein, non. Mais c'est pas la seule fois que je croise quelqu'un qui me semble suffisamment serein pour se dire que chaque jour qui passe est un jour en plus, d'accord, mais que si la mort arrive demain, la vie aura été bien. Ouais, ça, c'est l'idée de se dire, l'idée n'est pas de vivre longtemps, mais de vivre assez. Alors pour moi, cette chanson, elle fait écho peut-être avec un autre titre qui est le premier, je crois, de l'album, qui s'appelle Cette guerre. Ah ouais? Ouais, en fait, elle fait ça parce que cette femme, j'ai l'impression qu'il y a une part d'elle, elle se sauve toute seule. Et c'est quelque chose que vous évoquez, se sauver tout seul. Et finalement, on parle beaucoup d'apprendre à s'aimer soi-même, etc. Et il y a comme un effet miroir avec cette femme. On sent qu'elle est bien, elle est apaisée. Elle a accueilli son humanité, peut-être son ombre et sa lumière. Et finalement, elle s'est d'une certaine manière sauvée toute seule. Génial. Ça Alors vous là, parle? je le prends. Ah ouais, super. J'avais pas du tout vu ça comme ça, mais carrément. Elle s'est sauvée toute seule, en effet. Et c'est l'idée de cette guerre qui parle donc des guerres qu'on ne dit pas, qui sont tues. Et souvent, les guerres qui sont tues, les guerres intérieures qu'on mène, la seule manière de les mener, c'est seul. Donc, et on se sauve donc tout seul de ça. Donc, en effet, oui, et c'est tout à fait vrai. Ouais. En plus, ça ressemble tout à fait à cette dame que je connais. Donc, oui, ça me parle beaucoup, ce que vous dites là. Se sauver tout seul, est-ce que c'est toujours possible? Parce qu'en même temps, on est forcément aussi en lien avec l'autre, et l'autre aussi peut parfois nous sauver. Je me suis demandé si vous aviez une forme de croyance dans une spiritualité ou un au-delà, où il y a quelque chose, vous avez dit que vous parliez aux morts aussi d'une certaine manière, aux victoires de la musique, tout le monde a ça en tête. Quel est votre lien avec l'invisible, pour le dire de manière très laïque et œcuménique et le plus large possible? Il n'est pas très documenté. Il n'est pas très recherché. Il est assez enfantin. Il est un peu... si le feu passe au vert quand j'aurai compté jusqu'à 10, alors j'aurai mon examen. Il est de cet ordre-là. Il est du fait des signes. Il est, si je mets mon t-shirt sale dans le panier d'ici, alors le concert va bien se passer ce soir. C'est plus de la superstition, là. C'est pas très loin. C'est pas très loin? C'est pas très loin, ouais. Je pense que je prie d'une certaine manière. Je sais pas très bien auprès de qui ni comment. Et finalement, je m'en méfie plus qu'autre chose. C'est-à-dire, j'aime bien avoir cette spiritualité un peu enfantine parce que j'ai l'impression que dès lors qu'on dépasse ça, on se retrouve dans des problèmes. En tout cas, je me méfie de la construction humaine de la spiritualité, c'est-à-dire des églises, quelles qu'elles soient. Je trouve les textes sacrés toujours utiles car très enseignants et puis fondateurs de notre civilisation. Donc, je les aime beaucoup, mais je trouve qu'à chaque fois qu'ils ont été pris en charge par des institutions humaines, ça a toujours été des catastrophes sans nom, donc je m'en écarte le plus possible. Maintenant, je peux pas nier le fait que je ressens du mysticisme souvent. Ma mère était tellement comme ça, elle est toujours ça. C'est un signe. Votre mère, ce matin, pour venir ici, je suis venue à pied, je suis passée près de Notre-Dame, il y avait une énorme grue. Voilà. Et je me suis dit, tiens, elle est sympa de nous dire qu'elle va être un peu avec nous ce matin. Exactement. Ça vous parle ou pas? Faites allusion, exact. Oui, bien sûr. Faites allusion à des nouvelles, donc la chanson que j'ai faite aux Victoires. Et en effet, ma mère adorait les grues de chantier. Donc avec mes sœurs, dès qu'on voit une grue, on pense à elle. J'ai même offert à ma sœur une belle photo de Vincent Delerme, une photo de grue. Ah oui. Qui est hyper belle.
Moi, je Et là, en trouve plus, ça... elle était à côté de Notre-Dame. Elle était collée à Notre-Dame. Donc, elle était collée presque à l'église, à la spiritualité. C'est étonnant. Mais moi aussi, je suis passé par Notre-Dame pour venir à votre studio ce matin. Et ça faisait longtemps que je n'y suis pas passé. C'est très beau. Mais ces lieux-là aussi, ces lieux de culte, c'est aussi... moi, je me souviens de ma mère encore qui était allée faire un long voyage sur le Nil. Et elle me disait, elle était revenue en me disant, là-bas, on entend les morts. Ah oui. Donc, elle avait quand même une forme de spiritualité, mais qui était toujours éloignée de la religion. Voilà. Et moi, j'aime bien ça, même si la religion aussi, parfois, peut me fasciner. J'ai beaucoup aimé, par exemple, ce film qui s'appelle L'Odyssée de Pi. Je ne sais pas si vous connaissez ce film. Bon, bah, c'est l'histoire d'un jeune homme indien qui habite à Pondichéry et qui donc est hindou. Et puis finit par devenir chrétien, puis musulman. Donc il a un peu toutes les casquettes et il raconte à chaque fois ses crushs pour ces religions-là. Ah oui, il a eu un grand succès, je crois, ce film. C'est très beau, ah oui. Je me le note, oui. Sur la question de la spiritualité, ça m'a beaucoup parlé. Ouais. On approche, Ben Mazué, de la fin de cette émission. C'était trop bien. C'était trop bien. On a parlé de la mort. C'est bientôt l'heure de se quitter, mais je sais que vous n'avez pas trop envie de nous chanter un petit bout, mais on a évidemment... je suis désolé. On aurait tellement aimé, mais cet album qui vient tout juste de sortir, jetez-vous sur cet album. Vous avez été primé aux Victoires de la musique, en fait, pour votre tournée, c'était il y a 3 ans, je crois. Vous aimez ce contact, vous aimez la scène, vous aimez le contact comme ça avec les autres, avec votre public. C'est un truc qui vous fait kiffer, qui vous galvanise. Qu'est-ce que ça vous fait de transmettre de cette manière-là? Là, vous partez pour une très grande tournée. J'ai vu qu'il y a des dates jusqu'au printemps 2026 sur votre site. Ouais. Qu'est-ce que ça me fait? Ça me donne la sensation de savoir à quoi je sers dans ce monde. C'est quand même pas mal. Hein, ouais, c'est pas mal. Ça fait beaucoup quand même. C'est énorme, c'est même presque la mission quand même. Voilà. Ouais. Je me sens à ma place tout simplement. Alors je dirais pas que ça me rend toujours heureux. Pas du tout. D'abord parce que j'ai beaucoup le trac. Oui. Et c'est pas un trac. Le trac, c'est pas une appréhension injustifiée d'un événement. C'est-à-dire, c'est pas comme sauter en parachute. On a le trac, mais en fait, le parachute, il va s'ouvrir, t'inquiète pas. C'est pas vraiment un trac, mais on a très peur que le parachute s'ouvre pas, mais il s'ouvre toujours. Oui. Sauf vraiment cas très, 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 très rare. Le trac, avant de monter sur scène, il est justifié dans le sens où ça peut mal se passer. Oui. Ça arrive. Ça arrive que parfois, le moment sur scène soit un moment difficile. Et en plus, en face de ça, et ça arrive, et c'est heureusement bien plus souvent, que le moment sur scène soit totalement génial. Donc, du coup, c'est un trac qui est justifié. En tout cas, c'est une appréhension qui est justifiée. Ce que je veux dire par là, c'est que l'endroit où on se sent à sa place sur la Terre, c'est pas un endroit qui nous remplit en permanence de bonheur. En fait, c'est pas vrai. C'est juste que voilà, je sais, je le fais parce que c'est là que je me sens appartenir à cet endroit-là. Je me sens bien là. Et c'est assez récent que j'ai réalisé ça. Avant ça, je n'avais pas trop compris le rapport que j'avais avec la scène parce qu'il était parfois un peu douloureux, parce que les tournées, ça m'éloignait beaucoup de mes proches, de ma famille. Maintenant, je suis tout à fait conscient du fait que en fait, c'est mon carburant. Par ailleurs, je pense que c'est aussi le vaisseau amiral de ma création. C'est là où je me sens le plus à l'aise pour transmettre ma musique, plus qu'en studio. C'est pas le cas de tous. Et j'espère que j'arrêterai jamais, quoi, parce que j'adore. Parfois, je me dis que j'espère qu'un jour, j'ouvrirai un bar à La Réunion et que je jouerai tous les jeudis et vendredis dans mon bar. Voilà, ça peut être un bon rêve, quoi. Et que vous iriez trailer, marcher pour vous inspirer. C'est ça. Et que les gens sauront qu'en fait, tous les jeudis et vendredis, il y a le taulier qui fait son petit concert. Ouais. Et ça pourrait être une belle vie. Voilà. Ce que je trouve vraiment très juste et très intéressant dans ce que vous venez de dire, et vraiment, je vais le rephraser tellement c'est important, parce qu'il y a beaucoup de gens parfois, et on le voit dans les retours sur Métamorphose, qui nous disent, mais il y a des personnes qui ont l'air d'avoir une mission et une vocation, et ils ont tellement de chance. Et parfois, on se sent appelé
vraiment appelé, et c'est pas pour autant que même si on sait qu'on est complètement à notre place, que pour autant il n'y a pas de la douleur, que c'est... Voilà. Simplement, on doit le faire. Presque on ne sait pas pourquoi. C'est comme si on nous avait mis là, on dit toi tu fais ça. Voilà, Ben Mazué, il doit chanter, il doit transmettre, il doit écrire, ça le traverse. Mais oui, et je pense que avoir une passion, mener une vie dictée par sa passion, c'est une vie qui n'est pas sans souffrance, mais qui nous protège certainement de certains types de souffrances, en tout cas de vide. Ça, c'est sûr. Je pense que je suis protégé, et je pense que les gens qui vivent leur passion au quotidien sont protégés d'un certain type de souffrance. Ça, c'est une certitude. Mais enfin, ça nous expose à un tas d'autres. Ça aussi, c'est une certitude. Oui. Donc c'est bien de le rappeler, parce que parfois on peut avoir l'impression que ces personnes-là traversent la vie avec aisance. Comment ? C'est bien qu'on ait rappelé ça, je pense. Oui. L'écriture, l'inspiration, elle vient toujours justement en marchant, en faisant du vélo. Faut pas rouler sans casque, Ben Mazué. Ouais. Non, je plaisante. Non, c'est vrai, faut pas rouler sans casque. Très, très important. Oui. Quand vous faisiez du trail justement à La Réunion, j'imagine que vous en faites pas qu'à La Réunion, ou de la marche à pied. On sait que j'ai fait une émission fabuleuse avec un psychiatre qui parlait de la marche-thérapie, qui montre combien il y a des études sur la dépression, qui ont vraiment montré l'effet, parfois même aussi fort que des antidépresseurs, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas en prendre, mais à quel point on attrape des choses positives en fait en étant en mouvement. Ouais, totalement. Et puis on s'en rend pas compte. Ouais. En plus, c'est-à-dire que on est chez soi, on a l'impression qu'on est où on est assis, on est quelque part, on a la sensation que on n'a même pas de sensation. Quelque chose n'est pas tout à fait agréable, mais on n'arrive pas à l'expliquer. On sort, on marche, et ça se débloque, et on comprend, et on avance, et on règle le problème. Pour ça, j'avoue que le chien, c'est super. C'est vrai. Avant, je fumais. Et c'était... Avant quoi ? Avant d'avoir le chien ? Avant d'avoir le chien, ouais. Ouais. J'ai pris le chien aussi pour ça. Et du coup, mes pauses clopes se sont transformées en pauses chien. Mais vous couriez tout en étant fumeur ? Ouais. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, donc vous avez des bons poumons quand même. Je pense que c'était aussi justement pour rattraper ça. Ouais. Et j'ai l'impression que c'est aussi ce qui manque aux gens qui arrêtent de fumer. C'est ces pauses-là. Et qui sont super, en fait. Et c'est vrai que c'est important, je pense, de temps en temps, régulièrement dans une journée, sortir pour rien, sans raison. Et les gens qui sortent fumer une clope, ils disent c'est pas la seule raison, c'est d'aller fumer une clope. Quand on fume pas, du coup, il y a pas. Et en fait, c'est super bien de sortir, d'aller marcher, de faire un tour du pâté de maison, de marcher 5 minutes. Effectivement, ça ouvre à plein de choses. Encore plus que la course à pied, d'ailleurs, qui est pas du tout la même dynamique. La course à pied, c'est plus, pour moi, c'est plus de la méditation. Oui. C'est encore autre chose. C'est un flow. C'est-à-dire se laisser traverser par des pensées qu'on contrôle pas. Alors que dans la marche à pied, oui, on contrôle. On peut vraiment ouvrir des dossiers, réfléchir et se sentir profondément inspiré. Je suis content de savoir que c'est documenté médicalement. Oui. En plus, quand on court, effectivement, on rentre dans une sorte de transe, on voit aussi moins le paysage, on peut moins s'émerveiller, alors que la marche, on a cette possibilité. Exactement. La marche, c'est génial. Si vous aviez peut-être un message peut-être à transmettre aux auditrices, aux éditeurs de Métamorphose, ou pour les personnes parfois qui traversent des moments de doute comme ça, par rapport à cet album Famille, qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire peut-être en mots de la fin, Ben ? Je me dis... moi, j'ai toujours entendu et toujours compris le message du Cercle des Poètes Disparus, là, Carpe Diem, là. Ça, celui-là, je l'ai toujours compris, mais je ne l'ai jamais intégré. Jamais. J'étais toujours dans l'après ou dans l'avant, et ça m'allait. Et je tiens à dire qu'avec l'âge, il y a plein de choses vraiment pénibles, c'est sûr. Mais un grand privilège, c'est qu'on finit par intégrer cette information qu'on nous donne depuis longtemps, parce que moi, je l'ai vu petit, ce film, et puis globalement, c'est voilà, Cueil dès aujourd'hui, les roses de la vie, on l'a entendu 5000 fois. Ouais, c'est clair. Eh bien, ça finit par venir. Je vous le dis à vous, les jeunes.
qui est tout le temps dans la projection, en train de fonder, de construire ou grand nostalgique, à un moment, avec l'âge, on finit par cueillir ces fameux roses de la vie. Moi, c'est la sensation que j'ai sur cet album-là. C'est pour ça, c'est l'heure, en fait. C'est cette idée-là que... enfin, j'ai capté le message et je l'ai intégré. Et si moi j'ai réussi à le faire, je pense qu'on peut tous réussir à le faire à un moment, plus ou moins tôt dans la vie. Moi, c'est arrivé assez tard, un peu trop tard, mais c'est fini par arriver. Donc, c'est ça mon message. Mais c'est pour ça que cette parole dans cette chanson qui dit tout ça pour dire quoi ? Pour dire c'est l'heure. En fait, elle a tout résumé dans cette sagesse. C'est-à-dire qu'on est là au moment présent et finalement... c'est ce mot-là qu'on doit savourer, en réalité. Enfin, qu'on doit... Je ne veux pas mettre une injonction, parce qu'après, c'est Yaka Faucon, mais... on finit par y arriver, en tout cas. Moi, c'est ça que je voudrais dire aux gens qui ont l'impression de jamais être dans le moment présent. Il y a un moment, on finit par y arriver, et c'est grâce à l'âge. C'est ça. Qui est franchement pas très marrant, pour plein d'autres raisons. Hein. Donc, il y a quand même 2-3 privilèges, notamment celui-là. Alors, quoique pour les coureurs à pied, l'âge peut être aussi un privilège. C'est-à-dire qu'on sait que le corps, il prend en compte quand même ce qu'on a couru. Il y a du foncier. Et on voit plus de bons trailers ou de marathoniens un peu plus âgés que trop jeunes. Peut-être. Ma théorie n'est pas celle-ci, moi. Ah, c'est vrai ? J'ai l'impression que c'est aussi lié au fait que c'est un sport de frustrés. Oui, peut-être. Et que donc, du coup, quand on est plus jeune, on n'a pas forcément envie, on n'a pas suffisamment de frustration pour se dire, allez, j'en ai trop marre, je vais aller courir 20 bornes. Ouais, ça, peut-être. Quand on a 20 piges, on préfère se dire, tu vas faire un tennis ? Ouais, grave, avec plaisir. Ouais. Donc, du coup, j'ai plus cette sensation-là. Mais en même temps, je me rends compte que les gens courent de plus en plus jeunes, en revanche. Ouais. Là, moi, je m'inscris, je suis pas mal sur des courses à pied, et je vois, ça rajeunit à mort, quoi. Ouais. Donc, c'est finalement que vous avez sûrement raison, et que je suis peut-être pas dans le vrai, et que de plus en plus, la course à pied, ça se démocratise, y compris chez les jeunes. Aussi parce que c'est super facile. Ouais. C'est trop génial, quoi. On met ses baskets, on y va, on sort. C'est ce qui est le plus accessible. Moi, j'adore. Vous prêchez moi aussi. Mais par contre, je trouve que c'est un truc très solitaire. Je suis toujours un peu surpris de voir ces gens qui courent en groupe, qui se donnent des rendez-vous et tout. C'est tellement plus simple de sortir, de se mettre ses chaussures et on y va. Bon, chacun son truc. Chacun son truc. En tout cas, merci infiniment, Ben Mazué, d'être venu faire un tour dans Métamorphose. Merci de m'avoir invité. Ah ouais, c'était trop cool. Merci, vous êtes super documenté, ça m'a fait très plaisir. C'est vrai ? Ah oui. Bon, je suis très contente. En tout cas, merci pour ce voyage au cœur à la fois des tumultes de la vie, parce qu'on a parlé de l'amour, de la vieillesse, de la mort, de plein de choses, de la poésie, de la musique. Je rappelle que votre album Famille est à retrouver partout, sur les plateformes. On peut vous retrouver sur votre site internet, sur votre chaîne YouTube, et bien sûr en tournée dans toute la France, mais aussi en Suisse. Et en Belgique. D'ailleurs, j'ai noté que les dates n'étaient pas encore, ou c'est les salles qui ne sont pas encore notées. Ah non, on ne peut pas prendre de ticket. Encore. Parce que c'est complet, figurez-vous. Pour la Suisse. Ah, c'est pour ça ? La Suisse, c'est... Pour la Suisse et pour la Belgique, moi, j'habite en Suisse, alors je me suis précipitée pour prendre un billet. Il n'y avait plus de place. On reviendra. Et puis en plus, il y a aussi le Paléo en Suisse. Il y a aussi Paléo, exactement. Et puis, je rappelle pour les auditeurs et les auditrices de Métamorphose, il y a 2 places pour le concert de Ben Mazué à emporter pour la tournée, qui est réservé aux abonnés à la newsletter de Métamorphose. Donc, vous pouvez aller sur le site métamorphosepodcast.com. Merci infiniment. Merci beaucoup. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur Deezer et surtout abonnez-vous gratuitement sur votre plateforme préférée pour ne manquer aucun épisode. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast et abonnez-vous aussi gratuitement dès maintenant à la newsletter Métamorphose pour être au courant de nos conférences, ateliers et de nos dernières actualités. Pour ça, rendez-vous sur notre nouveau site www.métamorphosepodcast.com. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Tous les lundis et jeudis dès 7h.